Le scandale est souvent pire que le péché. Marguerite de Valois. « 2000 ans d'histoire. Juste avant de mourir, le 27 mars 1615, à l'âge de 62 ans, elle avait demandé à un évêque de lui administrer les derniers sacrements. Sur une table, à côté d'elle, l'évêque avait fait placer un crucifix en or, un vase d'eau bénite et l'huile sainte avec laquelle il lui administra l'extrême-onction. Que par cette onction, Marguerite de France, duchesse de Valois, fille et sœur de roi, lui dit-il, Dieu vous pardonne tous les péchés que vous avez commis. C'est ainsi qu'avec son chapelet entre les mains, est morte très chrétiennement une reine dont l'histoire n'a retenu que la vie scandaleuse et le nombre incalculable de ses amants, depuis le premier d'entre eux qui avait provoqué la colère de sa mère Catherine de Médicis et de son frère, le roi de France, Charles IX. Margot est une traînée! Ce n'est pas ainsi que l'on parle de sa sœur. Vous êtes le roi! Certes en titre. Dans les faits, c'est vous qui avez le pouvoir royal. Je parle de ta sœur Margot. Cette maudite putain s'est permis de coucher avec Guise! Je laisse Guise! Moi aussi. Sur ce point, nous sommes d'accord. Que raconte le roi, mon frère, sur moi? La vérité... Comment oses-tu coucher avec Guise? Tu sais bien qu'il convoite la couronne! Donne-lui donc la fessée. Nous préparons ton mariage avec Henri de Navarre. Je veux restaurer la paix dans mon pays. Et cette union en est le prix. Jamais! C'est un huguenot, mère. Je vois cette union comme un gage d'apaisement. Une réconciliation entre nos deux religions. Il faudra me tuer d'abord. Hortense Dufour, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un excellent téléfilm qui passe en ce moment sur France 3 avec cette scène absolument incroyable que l'on retrouve aussi dans la biographie de la reine Margot que vous venez d'écrire chez Flammarion. Margot, la reine rebelle. C'est peut-être au fond, ça c'est le titre de votre livre, c'est peut-être au fond aussi ce qui distingue cette reine de toutes celles qui l'ont précédée ou qui lui ont succédé en France. Et bien entendu, c'est une fille de France, la fille de Henri II et de Catherine de Médicis, avec une fratrie assez hostile et surtout assez incestueuse. Et voilà que Marguerite, dans cette scène, à l'âge de 16 ans, ose avoir un amant. Or, la virginité, surtout d'une fille de France, c'est monnayée au marché du mariage. Et si jamais ces choses se savent, et si elle a ce que Catherine appelait l'enflure du ventre, c'est une mise à mort. Donc, elle est effectivement rouée de coups. Il y a des espions partout au Louvre, vous imaginez. Même si de Guise sait la rejoindre d'une manière discrète, rien n'est discret. Tout se sait. Et la rebelle, c'est d'avoir osé vivre l'amour avec son corps, l'amour passionnément et hors toute loi. Elle suit une seule loi, la sienne, parce que Marguerite de Valois, au charmant sobriquet Reine Margot... Mais oui, elle est peut-être belle, mais elle n'est pas Margot avant que Dumas lui donne ce nom, oui. 220 ans après sa mort. En 1845, c'est le sobriquet... qu'on l'appelle la Reine Margot. Oui. Un de ses frères, surtout le futur Henri III, qui, comme elle l'a dit elle-même, a mis au montoir dès l'âge de 14 ans, disait Margot, grosse Margot. Mais cette scène d'une très grande violence, elle l'a vécue plusieurs fois. Elle a été rouée de coups par Charles IX et sa mère, mais elle a été également, on le verra ou on en parlera, rouée de coups, extrêmement maltraitée par l'autre frère. Marguerite est sans arrêt dans la maltraitance parce qu'elle est un pion, elle est un jouet, elle est un pion sur l'échiquier politique de sa famille. Or, la rebelle, elle se vit tellement reine, elle est tellement prise dans une royauté innée, elle est tellement volontaire, intelligente et beaucoup plus intéressante qu'on l'imagine, qu'elle ne veut pas être sans arrêt ce jouet-là entre les enjeux. Elle veut faire
quelque chose de sa vie, ne serait-ce que pour impressionner et éblouir la terrible régente, sa mère, qui aime tellement ses fils, surtout son fils Henri, qu'elle n'aime pas sa fille. Il faut rappeler brièvement sa généalogie, vous l'avez fait un petit peu, Hortense Dufour à l'instant. Donc, elle est née en 1553, oui. C'est la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis, c'est la sœur des 3 rois qui vont succéder à Henri II, puisque oui. Ce sont ses frères, c'est François II qui est mort très jeune, Charles IX, Henri III également, et justement avec lesquels, dites-vous, elle a eu des relations incestueuses, en tout cas c'est ce que dit la légende, notamment avec le futur Henri III. La nurserie royale était à Amboise. Les enfants naissaient, à Saint-Germain-en-Laye ce fut son cas, à Fontainebleau les autres, et immédiatement après la naissance, on emmenait, parce que l'air en Touraine était soi-disant meilleur qu'à Paris, on les emmenait à Amboise. Alors à Amboise, les jeux sont turbulents. Et Marguerite, les 2 sœurs sont plus âgées, les autres. Il y a eu 10 enfants. C'est la 7e Marguerite, donc sont déjà mariées, éloignées de la cour, très jeunes. Et Marguerite est avec ses frères déchaînés, des frères au bord de la maladie mentale, des grands malades, tuberculose et autres, des sexualités ambiguës. Et ils s'amusent beaucoup avec elle, mais au sens de jeu extrêmement poussé et désagréable pour une enfant de 7, 8, 9, 10, 11 ans. Donc, il y a surtout Henri III. Et elle est dans le fasciné avec ce frère-là. Elle n'a pas du tout le sens des interdits, du bien ou du mal. Pour elle, il y a un seul et même élan. Et comme elle vit en vase très fermé, si je puis dire, avec cette engeance-là, eh bien, il se passe oui, effectivement, on trousse ses jupons d'une manière un peu trop leste. Et Madame Catherine feint de ne rien voir. Même si tout se sait par Madame de Curton, par la maison des enfants. Alors, donc, elle est un jouet, une espèce d'enjeu aussi oui. Vis-à-vis de toute sa famille, dont sa mère, parce que elle ne devient reine qu'en épousant le roi de Navarre, le futur Henri IV, dans les bras duquel sa mère, la mère de Margot, Catherine de Médicis, le pousse pour des raisons strictement politiques. Hein. C'est pas un mariage d'amour. D'ailleurs, elle ne le souhaite pas elle-même, Margot. Il n'y a pas de mariage d'amour. Il n'y en a qu'un qui fera un mariage d'amour. C'est Henri III. Catherine l'aime tellement qu'elle le laissera faire. Il épousera Louise de Vaudémont, qui est d'une petite maison. Mais Marguerite est de plus une fille. Elle ne décide rien. Et Madame Catherine, l'idée n'était d'ailleurs pas aberrante. Comme on est également dans la division d'une guerre civile atroce, une guerre de religion, la pire qui soit, qui dure 36 ans, entre protestants et catholiques, il y a plein de colloques qui n'aboutissent à rien. Madame Catherine est régente, puisque veuve, et finalement avec beaucoup d'intelligence, mais elle a des enfants à demi tarés, sauf Marguerite. Et elle a pensé que d'unir le prince de Béarn, qui devient roi de Navarre, puisque sa mère est morte pendant les négociations des fiançailles, c'était aussi symboliquement une façon d'unir ces deux ennemis de mort qui sont sur un même tronc commun chrétien. Or, des chrétiens qui s'entretuent, quand on s'entretue dans la même religion, il n'y a pas pire férocité. Et Marguerite est au milieu de ce bain de sang. Elle est couverte peut-être d'atours, mais également elle assiste du début de sa vie à la fin. Ça se passe d'abord à part un mariage, par ce mariage qui est célébré le 18 août 1572 à Paris. Non pas à Notre-Dame, mais devant le parvis, puisque le marié est encore protestant. C'est un mauvais jour pour toi, je sais. Mais regarde, ils sont là. Mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole, ce mariage. Ça va tout arranger. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Et c'était le mariage de Marguerite de Valois, donc la reine Margot, avec le futur Henri IV, qui est encore simplement roi de Navarre. Alors lui, il dit oui,
Hein, et puis elle ne dit rien. Il paraît que c'est vrai, c'est un extrait du film de Chéreau, mais il paraît que c'est vrai et que c'est son frère qui lui aurait mis la tête. Oui, Charles IX. Charles IX pour lui imposer ce mariage. On est un lundi, un 18 août 1572, et 3 jours avant, elle a encore été rouée de coups, mais ils ont évité de la frapper au visage, sa mère et Charles IX, parce qu'elle hait ce fiancé, ce mariage-là. C'est quelque chose de physique, d'inné. Elle a horreur de ce qu'elle appelle la hugoterie, les huguenots. Elle les aime pas. Elle aime pas les protestants. Et surtout, là, elle a manqué de finesse. Elle a mésestimé le prince de Navarre, le roi de Navarre, exactement. Elle a mésestimé dans ce petit homme aux yeux gais et froids, au nez croche, à la bouche riante. Elle a mésestimé l'immense intelligence, alors que Madame Catherine avait pressenti qu'il fallait compter avec lui. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que ces noces, c'est quelque chose dit de rien. terrible. Oui, elle peut pas répondre. Surtout, ces noces étaient faites pour réconcilier protestants et catholiques. 6 jours plus tard, c'est la Saint-Barthélemy, c'est le massacre des protestants, et notamment de tous ceux qui étaient venus assister à ce mariage. Et là, eh bien, elle est aux premières loges, la reine Margot. Elle voit tout. Elle voit tout, mais on lui a rien dit. Ouais. De tout ceci, écrit-elle dans ses mémoires, qui sont écrites d'une manière d'ailleurs extraordinaire, de tout ceci, on ne me disait rien. C'est-à-dire qu'elle a assisté à la Saint-Barthélemy derrière les vitres, enfermée au Louvre. Alors, donc, on l'a mariée. Défendu son mari et sauvant des protestants. Oui, oui. Alors, elle qui n'aimait pas les protestants. Oui, elle n'aime pas les protestants, mais c'est pas du tout une femme sanguinaire. Marguerite, c'est une humaniste, c'est une fille de la Renaissance. Elle est prise, comme je vous le disais, dans cet enjeu. Mais elle s'aperçoit, d'abord sa mère lui dit « Retournez chez votre époux ». Retournez chez votre époux, c'est-à-dire qu'elle la laisse aller dans les corridors du Louvre qui sont déjà, il faut accélérer un peu les choses, mais qui sont déjà jonchés de cadavres parce que l'assassinat de Coligny, l'entretuerie est déjà commencé. C'est la semaine, une des pires que vivra la France. Et alors, dans la chambre conjugale, il y a le Béarnais, ses amis et Marguerite. Ils sont là, ils sont 40. Et puis alors, c'est le début pour elle d'un parcours extrêmement compliqué. Elle complote ensuite contre ses frères. Elle soutient toujours son mari. Elle le trompe quand même, parce que les amants se succèdent. Il y a le comte de la Mole, d'ailleurs, qui sera tué parce qu'il complote contre le roi. Il y a Bussy d'Amboise. Et elle vit en fait, en réalité, séparée très vite de son mari, Henri IV, auprès duquel pourtant elle se trouve prisonnière, en quelque sorte, à Paris. Ce sont des bons camarades, et elle lui sert de secrétaire. Henri IV s'enfuit finalement de Paris, rejoint et le Béarn et la religion protestante, alors qu'on l'a obligé effectivement à abjurer, mais il redevient protestant, et elle le rejoint donc à Nérac en 1578, dans sa capitale, dans le Béarn. Nérac, où elle devient vraiment reine, avec une cour, et une cour extraordinaire. Vous rappelez quand même, Hortense Dufour, que, indépendamment de ses aventures galantes, c'est une femme de culture, c'est une femme qui a une cour qui prétend même rivaliser avec celle de Paris, à Nérac. Ah, tout à fait. D'abord, Marguerite a puisé dans la bibliothèque magnifique de sa mère. Elle lit en latin, elle lit en grec, elle a lu Platon, elle a lu Marcille Ficin, elle a lu des philosophes de grande volée. Elle parle couramment de 3 langues, dont l'italien, l'espagnol. Elle est d'une culture immense, elle écrit de manière ravissante, mais son mari, alors Nérac, effectivement, elle arrive dans un endroit qui est assez fruste, mais avec quand même des choses assez belles, une vie plus simple, mais elle se vit intérieurement comme mariée à un hobereau. Elle a quand même pas encore intégré qu'il s'agit là d'un petit homme qui ira très loin. D'abord, il ne se lave jamais. Cela la répugne un peu. Elle a fait monter une baignoire, elle prend des bains, elle embellit Nérac. Elle embellit le jardin de Nérac. Elle embellit la cour et elle s'aperçoit, par exemple, Agrippa d'Aubigné l'a détesté, soit, mais en même temps, c'est l'auteur des tragiques. Donc, elle aime ces poésies-là. Il y a Montaigne qui vient la voir. Montaigne va la voir, le seigneur de Bourdeil-Brantôme. Il y a toute une cour des deux côté, si on peut dire, qui finit même par s'entendre parce que elle a une telle grâce, un tel charme, bien qu'elle commence à épaissir un peu. À 30 ans, elle est déjà un peu grosse, mais son charme, son sex-appeal et puis sa culture et sa manière quand même d'établir aussi un équilibre dans tout ce monde qui est forcené. Lui, le Béarnais, continue à faire la guerre.
Oui. Il s'occupe pas d'elle, mais par contre, il engrosse une de ses dames d'honneur. Enfin, Voilà. il y a plein d'histoires très Ça, elle ne turbulentes. le supporte plus, effectivement, parce que son mari ne couche plus avec elle, c'est pas grave, mais en revanche, elle ne supporte plus la présence ostensible de toutes ses maîtresses. C'est une des raisons, parce qu'elle-même a des amants, pour laquelle elle rejoint Paris. Finalement, elle quitte Nérac, elle rejoint Paris, où elle est reçue plutôt mal, d'ailleurs, par son frère, qui est devenu roi. Charles IX est mort. Oui. Donc, c'est Henri, le fameux Henri qui devient Henri III, qui l'accueille à Paris, mais qui la chasse très vite parce qu'elle continuait de comploter avec ses ennemis, notamment les Guises, et elle quitte donc la cour en 1583. L'armée royale est battue. Votre petit protégé est mort. Toute la ville est contre vous. Ils réclament Guise et ils veulent votre tête, à juste titre. Cela te réjouirait, n'est-ce pas, putain? Toi, tu n'es qu'un incapable. Une caricature sur le trône et tu me traites de putain? Tu vas quitter la cour. Sur le champ. Le Louvre, c'est aussi chez moi. Plus maintenant. Ainsi tu sauras qui est le roi, tu es banni, ma petite sœur. Tu ne peux pas faire ça. Il suffit que je l'ordonne! Hors d'ici, Margot! Je te chasse! Ne réapparais plus jamais à la cour! Et c'est qu'est devenu, enfin c'est un chant en fait de l'ensemble des Dallus, qui est un chant de l'époque où Margot était chassée de Paris en 1583. Elle n'y reviendra plus pendant 23 ans et là commence une vie itinérante assez compliquée. D'abord, elle va à Nérac, où d'ailleurs elle met du temps à y arriver, parce que si son frère Henri III ne veut pas d'elle, eh bien son mari Henri de Navarre, le futur Henri IV, n'en veut pas non plus. C'est tragique. 3 mois d'errance sur les routes, en chariot. On dirait presque le cirque Pinder. On s'arrête jusqu'à 1 mois dans les villes. Elle tombe malade souvent. Et en même temps, son immense énergie fait qu'elle se dit, mais attention, dans ma dot, Agen est à moi. Elle était aussi comtesse d'Agen. Donc, mais surtout, ce qui se passe, c'est que elle vient quand même à Nérac et elle s'en va. Alors là, au scandale, elle quitte au fond le lit. C'est ça, la rebelle. C'était extraordinaire. Elle quitte Nérac et pour elle aller. quitte son mari. Elle quitte un époux royal. Et elle va à Agen et là, elle se transforme en femme de guerre. Bien sûr. Alors, elle a toujours... Agen, il faut rappeler, c'est sa ville. Hein. Alors, oui. Mais en même temps, le Béarnais, c'est sa ville aussi. Oui. Qu'est-ce qu'est une femme et qu'est-ce qu'une femme? Eh bien, de toute façon, dans ces complots, vous le disiez fort justement, il ne faut pas oublier qu'au Louvre, elle est prisonnière. À Nérac, elle est prisonnière. Elle est prisonnière partout. Elle complote avec son très jeune frère Alençon, qui fait bêtise sur bêtise. Elle complote avec les Guises, c'est-à-dire qu'elle complote avec les deux groupes qui sont contre le roi et contre son époux. S'imaginant qu'elle va devenir leur égérie, c'est-à-dire reine à son tour, qu'elle se débarrassera d'eux et qu'elle régnera. Donc c'est un enjeu, on est à l'extrême de la rébellion et son malheur ou sa liberté, je n'en sais trop rien, c'est quand même, elle est stérile parce que le Béarnais, bonsoir madame, etc., lui qui aimait tant l'amour, a quand même consommé quelquefois, essayant de l'engrosser. Et cette femme, il l'appelle il l'appelle madame, mamie, Marguerite, et puis ça devient madame Deschamaux parce qu'elle a des seins énormes et il se met à la détester. Attendez, parce que là vous anticipez. Il faut rappeler quand même que c'est son périple avant de revenir à Paris. À Agen. Elle va à Agen et puis elle va également à Husson. Et là, c'est l'endroit sans doute où elle a passé le plus de temps de sa vie. Perdue au milieu de l'Auvergne, elle se retrouve en quelque sorte prisonnière à Husson, où elle va rester 19 ans. Mais tout est parti d'Agen, c'est qu'à Agen, elle a fait la guerre d'une manière incroyable, insensée, fait démolir une partie de la ville pour consolider sa forteresse. Il lui faut fuir, bien entendu. Elle a contre elle les armées du roi, l'armée de son frère et son mari. Donc, elle a frôlé d'être décapitée, elle a frôlé la mort, mais d'une manière incroyable. Elle s'en va à Croupeton, derrière son jeune amant, un certain d'Aubiac, qui sera d'ailleurs pendu par les pieds, condamné à mort et dans une mort atroce. Et elle arrive à Husson, mais Husson, c'est le beau piège qui va se refermer sur elle parce que les ordres sont les doubles. L'ordre double est arrivé du roi de France et de son vassal, le très puissant roi de Navarre, qui attend son tour, sachant qu'il n'y a pas de descendant, il sera roi. Et donc la voilà enfermée dans une citadelle, je ne vous dis pas. Hein. Roi de Navarre, qui devient roi de France, puisque justement Henri III est assassiné en 1589, il devient roi de France, et du même coup,
elle devient, après avoir été reine de Navarre, sans vraiment régner à Navarre, sur la Navarre, elle devient reine de France également. Et cela dit, c'est une reine qui ne gouvernera jamais vraiment non plus, puisque à peine est-il devenu roi, eh bien Henri de Navarre, devenu Henri IV, eh bien envisage bien sûr une annulation, puisqu'il a besoin d'une descendance, et comme Marguerite, sa femme, la reine Margot, ne peut pas en avoir, eh bien il négocie une annulation de mariage avec, bien sûr, le pape qui décide de tout. Majesté, voici le légat du Saint-Père. Est-il vrai que vous voulez donner à vos huguenots les mêmes droits qu'à nous catholiques? Est-ce que le pape s'y oppose? Cela va de soi. Je suis le roi de tous les Français. Cependant, le pouvoir d'un roi ne vaut que s'il y a approbation du pape. Il ne faut pas l'oublier. Comment pourrais-je? Nombreux sont ceux qui vous haïssent. Je ne suis pas de cela. Je recherche sincèrement votre amitié. Toutefois, si jamais il vous arrive quelque chose... Êtes-vous venu pour me menacer? Je suis venu à Paris car vous demandez au pape d'annuler votre union. Mon union avec Margot est restée sans enfant. La France a besoin d'un dauphin. Le duc de Toscane a une fort jolie nièce, Marie, de Médicis. Et c'est une chanson du début du règne d'Henri IV. Vive l'illustre Henri, longtemps soit-il parmi nous tous. Puisse de lui quelque héritier ainsi brave être nourri. Au fond, c'est ça le problème et le drame de la reine Margot, c'est de ne pas avoir d'enfant, d'où cette procédure d'annulation qui était assez compliquée, qui a mis des années d'ailleurs à se produire pendant qu'elle était à Husson. La stérilité ne suffit pas pour annuler un mariage, Hortense Dufour. Non. Pour valider l'annulation. De toute façon, on l'avait oublié à Husson. 19 ans de prison, c'est quelque chose de citadelle, même si elle s'était organisée une vie, et une vie sexuelle même. Mais on s'est souvenu d'elle, et Henri IV a pensé, c'était dans sa nature d'ailleurs, qu'il était mieux de passer par une voie légale, amicale, plutôt qu'un assassinat. Parce que au fond, c'était facile de la faire étrangler ou de s'en débarrasser comme ça. Mais non. Alors on est passé par des voies légales, ça a été la même comédie que fut le mariage. C'est-à-dire que l'Église a joué l'autre jeu. Bon, on s'est arrangé, on a dit qu'effectivement, ça a été un mariage sous pression. Il a fallu lui donner un coup de poing dans la nuque, ce qui est vrai. Donc son cri ça a est passé servi, pour cette scène du mariage. Cette scène, voilà. Oui. Hein? On a trouvé des témoins de l'époque, dont la vieille Madame de Sauve. Elle-même était consentante, elle ne voyait pas d'intérêt à maintenir ce mariage qui ne rimait plus à grand-chose. Au contraire. Mais elle négociait quand même aussi ardemment pour retrouver des droits et également une pension, parce qu'elle était fauchée. Au contraire, dans ce procès d'annulation, elle a été d'une habileté et d'une subtilité extraordinaire. Elle l'a fait d'abord traîner pour qu'il n'épouse pas Gabrielle d'Estrées. Elle a su, elle aussi, attendre. Elle avait tellement attendu. Elle a su négocier aussi son héritage parce que sa mère l'avait entièrement déshérité. Donc, elle a récupéré aussi des choses qui étaient à elle en disant mon cher frère. Elle finit par l'appeler mon frère. L'amitié revient, en tout cas par courrier. Et ensuite, en réalité, ça reviendra. Mon frère, tous mes biens reviendront au dauphin que j'espère que vous aurez par la grâce de Dieu, etc. Et c'est ainsi donc au contraire. En 1605, après l'annulation, elle peut revenir à Paris accueillie par son mari Henri IV. Alors on a joué, pardonnez-moi, on a joué la clause d'un cousinage, parce que ce sont des cousins issus de Germain. Voilà. D'accord. Bon, alors donc, elle reste, je crois qu'elle garde le titre de reine de France. Oui. Elle touche une pension. Pardon, pas reine de France, mais c'est Marguerite de France, duchesse de Valois, et extrêmement bien lotie, mais on l'oublie encore un peu. C'est qu'en 1605 qu'on la sort du son. Oui. Et qu'elle revient à Paris. Après 23 années d'absence, d'intrigue, d'heures, de conciliation aussi, presque un quart de siècle.
Je l'avais presque oublié. Sire, monsieur de Champvallon et moi-même sommes allés à sa rencontre. Sire, vous risquez d'être surpris. Madame Marguerite de Valois, qui faisait tourner toutes les têtes dans les cours d'Europe, n'est plus ce qu'elle était. Celle qu'on appelait avec admiration la déesse d'Albâtre, enfermée dans la forteresse du sang et à mener une vie lascive, dont les seules occupations étaient de dévorer des sucreries et de demeurer couchée. Le visage de la reine Margot, qui fait peine à voir, n'est plus qu'un triste parchemin marqué par la vérole et les flétrissures du temps. C'est une page d'histoire qui s'en revient à la cour. J'espère que vous saurez marquer le respect qu'il se doit à la dernière des Valois. Et Marguerite, la dernière des Valois, revient à Paris donc en 1605, retrouve son mari, Hortense Dufour, qu'elle traite comme un frère. Les retrouvailles se passent bien, mais c'est une femme complètement transformée, on vient de l'entendre. Elles sont étonnantes, les retrouvailles. Ouais. Mais c'est plus la belle femme qu'il avait quittée. Il a quitté une femme bien bâtie, aux cheveux noirs, bouclés, à cette peau très très belle, ses yeux noisettes, ce sourire, quelque chose de... ce sex appeal, ce charme. Une fille bien faite, une fille habillée. Et qu'est-ce qu'il voit? Il la retrouvera au château de Madrid à Boulogne. Qu'est-ce qu'il voit? Il est à Mordiou. D'abord, il croit voir Madame Catherine. Elle a pris quand même 40-45 kilos. Elle est chauve. Elle s'est fait faire une perruque avec les cheveux de tous ses amants. Parce qu'elle en garde, et puis des beaucoup plus jeunes qu'elle. Elle a toujours des amants pendant les 10 dernières années de sa vie à Paris. C'est sa chorale. Oui. C'est ses petits choristes. Ils ont 17 ans, 18 ans. Et mystère du sex appeal, eh bien, figurez-vous qu'elle leur plaît. Maintenant, il y a aussi le mystère de l'homme attiré par une énorme femme aussi opulente. Mais son charme existe. Elle a pourtant presque plus de dents, mais elle a un rire extraordinaire, elle a un esprit, elle a ce quelque chose, et il se retrouve en bon camarade. Quelque chose qui va continuer, longtemps après sa mort, à fasciner les écrivains. Rarement autant de reines de France n'ont à ce point inspiré la littérature, Hortense Dufour. Je dirais que parmi les 10 reines au temps de la Renaissance, où il y en a eu beaucoup de ternes, quelques-unes déceptionnelles, elle a eu les plus fous éclats. Et puis elle reste, de nos jours... Imaginons, je ne sais pas, la reine d'Angleterre de nos jours, qui se serait comportée comme elle, de nos jours où un espèce de puritanisme est en train de régner, se comporter de cette manière aussi libre que fut Marguerite de Valois et qui n'a pas hésité à traverser la France. Ainsi, c'est de l'indépassable et au fond, elle est très attachante. Gardons-la. Et on la retrouve dans votre livre, Margot, la reine rebelle, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Merci Hortense Dufour. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Henri IV de Jo Bayer, dont la seconde partie sera diffusée demain, jeudi 18 mars à 20h35 sur France 3, ainsi que des extraits de La Reine Margot de Patrice Chéreau, disponible en DVD chez Pathé, et enfin du téléfilm Le Vert Galant de Pascal Saladin et Georges Lozinski. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Julien Chabassu, Henri Bérec, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac.